Bonjour Paul, j'ai découvert ton entreprise il y a peu de temps. Il se trouve que c'est un modèle typique d'entreprise qui a su valoriser complètement les qualités de l'économie. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le métier de l'entreprise? Alors notre métier, c'est de fabriquer et de proposer à des consommateurs des meubles de rangement sur mesure conçus en quelques clics et livrés en quelques jours. Et comment on fait ça? Et c'est là qu'il y a cette approche de l'économie un peu. C'est qu'on a digitalisé, on a automatisé toute la chaîne de la valeur, depuis la conception par le client en ligne jusqu'à la livraison. Concrètement, un client peut se rendre sur notre site et concevoir une bibliothèque de 2,22 m de haut par 1,27 m en plaçant 12 tiroirs, 5 portes et qui soit optimisé parce que c'est un collectionneur de, je sais pas, un modèle de voiture de sport qui fait exactement telle taille. Il va concevoir un meuble de cette nature sur notre site et quand il clique sur commander, eh bien, il y a un ordre de fabrication qui est envoyé immédiatement à l'usine et potentiellement la chaîne de production se lance immédiatement. Et derrière, il n'y a aucune intervention humaine, il n'y a pas d'opérateur sur la chaîne de fabrication. Donc en fait, on est vraiment une sorte de jusque-boutiste du digital. Le digital nous traverse totalement depuis la production numérique, puisque cette chaîne de fabrication est totalement automatisée alors qu'elle produit à chaque fois des pièces uniques, d'accord, jusqu'à la vente en ligne, en passant par notre configurateur qui est vraiment cette nouvelle génération de configurateurs en ligne qui reposent sur des technologies telles que le WebGL, telles que les développements en HTML5 qui permettent d'avoir des modèles, de concevoir des modèles 3D directement en ligne sans téléchargement. Donc en fait, le modèle de Mobibam, il ressemble étrangement à Uber, Airbnb, Blablacar. C'est-à-dire que vous n'avez pas inventé un nouveau produit, vous n'avez pas inventé une nouvelle technique, vous avez simplement innové dans la relation, dans la création d'une nouvelle relation entre le consommateur et le producteur du produit. Alors oui, absolument. Ce qu'on peut avoir en commun avec ces magnifiques réussites que sont Uber, Airbnb et consorts, c'est d'avoir pris des briques existantes et de les avoir reliées pour proposer une innovation qui est dans l'usage, plus que sur chacun de ces éléments clés de cette proposition de valeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas à inventer une chaîne de fabrication, on en utilise une qui est par contre qui est totalement une usine du futur, usine 4.0. Sur les configurateurs, on utilise juste ce que nous permet la technologie actuelle. On n'a pas inventé le WebGL, mais par contre on essaye de l'utiliser au mieux. Et voilà, et la vente en ligne, il se trouve qu'on est à un moment où enfin les gens sont suffisamment nombreux à accepter l'idée de pouvoir acheter des choses directement sur Internet. Voilà, donc on réunit tout ça et on est à un moment où finalement il n'y a ne serait-ce que 2-3 ans, notre proposition de valeur n'aurait pas pu exister simplement parce que ces différentes briques n'étaient pas suffisamment matures. Et aujourd'hui, donc, elles sont matures. Et alors, tu parles de l'usine 4.0. Est-ce que tu peux nous donner une description de ce qu'est l'usine 4.0 vu de ton modèle économique et ton modèle de production? Oui, alors la définition que je donnerais de l'usine 4.0, si vous voulez, on pourra regarder notre chaîne de fabrication. Chacun des éléments qui la composent n'a pas vraiment d'originalité. C'est-à-dire qu'on va avoir des scies, on va avoir des machines de découpe, qui sont des opérations que les menuisiers font depuis que la menuiserie existe globalement. Par contre, l'innovation, elle réside plutôt dans l'environnement numérique, dans le pilotage de ces machines, qui permet d'envisager vraiment le juste à temps, la production unique. En fait, on vient considérer, c'est un peu une autre manière d'aborder la question, ce serait d'aller au bout du lean manufacturing. En fait, c'est une optimisation totale des process par un pilotage numérique. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, les machines qu'on utilise, en principe, nécessiteraient d'avoir une quinzaine d'opérateurs pour manipuler chacune d'entre elles. Et là, on a un système d'information qui est capable d'envisager la production de la chaîne en entier, en fonction des campagnes de production à venir. Alors ça a le mérite de nous sortir totalement de la série et de nous débarrasser des stocks, puisqu'on va produire à la commande. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez conçu
un outil qui permet au consommateur de faire sa CAO, de concevoir son armoire sur mesure. Derrière, il y a une moulinette qui est connectée avec des robots qui sont des robots spécifiques pour le traitement du bois, pour l'outillage du bois, et qui fabriquent en temps réel. Il y a une connexion entre les deux outils. Donc là, il n'y a plus du tout d'intermédiaire dans cette chaîne de fabrication. Absolument, et il n'y a plus d'intermédiaire. En fait, ce qu'on réalise aujourd'hui, et c'est ce qui ressort un peu des enquêtes qu'on adresse à nos clients, c'est ce qu'ils apprécient en premier lieu, c'est la prise de pouvoir. La prise de pouvoir sur l'outil de production, puisque finalement c'est eux qui en lancent directement la production, mais c'est aussi la prise de pouvoir vis-à-vis tout d'un coup ils sont indépendants d'un bureau d'études, ils sont, s'ils le veulent, indépendants d'un designer, ils sont indépendants d'un commercial, puisqu'ils ont un prix en temps réel, ils ont même un prix de la livraison en temps réel. Je conçois un meuble qui fait 50 kg de plus, et bien tout d'un coup mon prix de livraison, qui est fonction d'une zone de livraison géographique et d'un poids de meuble, va s'actualiser en temps réel. Il n'y a plus de mauvaise surprise, je maîtrise totalement ma production. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de commercial. Alors on dit dans certains milieux professionnels, notamment celui auquel j'appartiens, le B2B, que les consommateurs, les entreprises qui achètent aujourd'hui font 70% de leur parcours commercial, enfin les acheteurs font 70% de leur parcours commercial seuls avec leur ordinateur. Alors aussi, ils utilisent aussi leur réseau, c'est-à-dire les recommandations de leurs pairs ou de leurs confrères qui peuvent les orienter sur un produit. En tous les cas, l'acheteur fait 70% de son parcours tout seul. Dans votre modèle, c'est 100% en fait. Alors c'est 100% pour certains types de produits. Ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment deux types de clients différents. On a un client qui va concevoir totalement son meuble tout seul sur notre site, qui va passer commande tout seul, et à la limite on l'aura même jamais au téléphone, et le process est là complètement automatique et sans aucun échange avec le client. Ça se fait sur des meubles qui vont jusqu'à 50, 100 kilos. Là, les clients arrivent encore à se débrouiller totalement tout seuls. Maintenant, on a aussi des clients qui ont des projets plus ambitieux. Là, par exemple, samedi, on va livrer à Colombes un ensemble de 9 meubles. Et là, il y a une réflexion, de cohérence sur l'ensemble, et parfois il y a des recherches un peu plus fines sur certaines destinations du meuble. Dans ces cas-là, on propose à nos clients de les aider. C'est-à-dire qu'on a un commercial qui répond au téléphone, on échange avec eux via un chat. Globalement, on a 3 valeurs chez Mobibam. C'est la rapidité d'exécution et l'agilité, et enfin, et c'est peut-être d'ailleurs notre première valeur, c'est l'empathie. Donc c'est essayer en permanence de se mettre à la place des clients, de comprendre leurs attentes pour faire évoluer notre produit et le faire évoluer le plus vite. Voilà. Est-ce que vous êtes en train d'ubériser Ikea ? Est-ce qu'on est en train d'ubériser Ikea ? Alors, je dirais que notre parallèle avec Uber, ce serait quoi ? C'est le côté production distribuée. Peut-être encore qu'aujourd'hui, on a un seul centre de production. Alors dans la dimension du sur-mesure, peut-être si on imagine qu'un trajet en taxi, c'est quelque chose de sur-mesure pour un client qu'on ne peut pas acheter en standard sur des linéaires. Dans cette mesure-là, oui. C'est surtout la rapidité, enfin entre autres la rapidité. Voilà, c'est le pouvoir d'un sur-mesure au millimètre près. C'est la rapidité et c'est le contrôle sur chacune des étapes, la vision sur le prix, etc. Maintenant, en fait, Ikea, aujourd'hui, on ne les voit pas du tout comme un concurrent, et on partage une valeur énorme à laquelle on est très sensible et très importante aussi, c'est la démocratisation. En fait, Ikea a apporté la démocratisation dans le meuble en général, et notamment dans le rangement. Mais ça s'est fait au prix d'une standardisation de masse. Voilà. Bon, très bien. Moi, je continue de m'acheter des meubles Ikea pour l'instant. Les deux ne sont pas incompatibles d'ailleurs, bien évidemment. On a vraiment cette valeur commune. Et juste pour donner un autre exemple, je pense à un autre site qui s'appelle made.com, qui fait de la vente de meubles en ligne. Et eux, ils font des meubles design. Et leur propos, ça a été de démocratiser le design. Voilà. Donc c'est aussi un modèle de démocratisation, mais appliqué au design dans le meuble. Nous, notre volonté, c'est de démocratiser le sur-mesure. Le sur-mesure au sens découpe de panneaux au millimètre près. Voilà, on veut que cette prestation soit plus accessible. Alors, tu es issu cursus ESSEC.
À ma connaissance, à l'ESSEC, il n'y a pas de cours sur l'ébénisterie, ou alors tu as dérivé par l'école Boulle. Mais comment est-ce que vous fabriquez? Parce que c'est pas vous qui avez conçu l'usine. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la fabrication? Vous avez des partenariats? Oui, oui, oui. En fait, bon, mon histoire personnelle là-dessus, c'est que je sors de l'ESSEC et en fait, je rejoins d'abord l'ESSEC parce que c'est l'entrepreneuriat qui m'anime. Je choisis cette école pour ça, parce que c'est l'une de celles qui propose l'un des cursus les plus aboutis en la matière. Et que j'ai peut-être un peu une frilosité, je me dis que je maximise mes chances de succès en passant par un cursus tel que celui de l'ESSEC. Voilà. Donc c'est pour ça que je rejoins l'ESSEC. À la sortie de l'ESSEC, après une première aventure qui a un peu de bricolage, mais qui était plutôt sympa pendant le temps de mes études. En clair, les startups, elles réussissent pas toutes, et de temps en temps, il y a des échecs, et c'est ce qui fait l'expérience d'ailleurs, c'est ce qui constitue l'expérience. Je dirais même que c'est peut-être 80% d'entre elles qui échouent. Hein, il faut juste... j'en suis totalement conscient et j'entreprends en conscience. Aujourd'hui, Mais on apprend par l'échec en France. On n'a pas encore bien retenu ça. Hein. Oui, effectivement, il y a un travail à faire là-dessus. Bon, maintenant, j'assume totalement et j'admets l'idée que ça puisse ne pas fonctionner et peu importe. En tout cas, je me serais débarrassé d'une chose, c'est la frustration de ne pas avoir essayé. Et puis, aujourd'hui, je vis l'expérience professionnelle la plus excitante de toute ma vie. C'est aussi ça. Je le répète, la frustration de ne pas avoir essayé. Pour les jeunes qui veulent monter des entreprises, je vous conseille de mémoriser ça. Voilà, bon, donc juste pour revenir sur ta question, effectivement, je n'ai pas du tout de familiarité je suis pas du tout familier de l'univers de la menuiserie, de l'ébénisterie quand je sors de l'ESSEC, mais j'ai l'opportunité à ce moment-là en fait de rejoindre mon père qui rachetait une menuiserie industrielle et je travaille avec lui pendant 3 ans. Qui sont extrêmement durs, on fait des journées de 8h, 22h chaque jour, voilà, ça se passe en Haute-Côte d'Or, bon, voilà, c'est franchement dur, et on est confronté à tout un tas de problèmes structurels dans l'entreprise. D'abord, en fait, il y a une évolution de la demande. Nos clients arrêtent de nous acheter des productions en série et ils passent justement à des commandes, ce qu'on appelle en contre-marque. Donc ils nous demandent de produire à la commande. Ils font le tour de leur point de vente, on a vendu X éléments, il faudrait produire exactement ces X éléments. Sauf que ça suppose dans l'usine un peu une révolution sur 3 domaines. La première d'entre elles, c'est sur l'équipement, sur l'outil de fabrication. Dans notre usine, l'une des premières étapes, alors que pour produire les éléments qu'on vend, on passe par 70 étapes, l'une des premières nécessite 90 minutes de temps de réglage pour passer du modèle A au modèle B. D'accord ? Sauf que là, on n'a pas 6 semaines ou 8 semaines pour produire 20 000 éléments du modèle A, mais tout d'un coup, il faut livrer en 10 jours une composition de 50 commandes qui regroupe autant de modèles différents. C'est propre du sur-mesure, voilà, ça change tout le temps. Alors là, c'est pas du sur-mesure, mais c'est de la production à la commande. C'est des modèles définis, mais on les stocke pas. Donc ça veut dire que tout d'un coup des choses comme quantité, qualité, délai deviennent cruciales. Avant on alimente des piles, donc bon, s'il y a 5 éléments de plus ou de moins dans l'une des piles, bon, c'est pas très grave, ça n'impacte pas le client final. Là, s'il y a un élément qui manque, en l'occurrence c'est des portes de placard de cuisine. S'il y a une porte qui manque dans la cuisine, c'est un client mécontent et derrière ça nous retombe dessus. Voilà. Donc ça, révolution en termes d'outils de production, révolution en termes d'organisation du travail, puisqu'on va demander à nos opérateurs de suivre nos productions sur différents postes et pas de se cantonner à une opération dans la chaîne. Et révolution est sans doute la plus lourde en termes de formation des opérateurs, pour les amener à appréhender soit des machines de menuiserie traditionnelles, mais là qui ne nous permettent pas de nous positionner en termes de prix et qui nécessitent de nombreuses années d'études, soit des machines à commande numérique, et où là il y a souvent un gap culturel, il y a parfois un gap générationnel, et voilà, et donc c'est pas non plus simple en fait. Toutes les entreprises sont obligées aujourd'hui de s'approprier le numérique et les technologies qui tournent autour du numérique, que ce soit sur la partie vente en ligne avec le web ou la fabrication avec la robotisation et toute la moulinette qui tourne autour. Concrètement, dans cette expérience-là, on a raté notre transition numérique. Voilà, c'est ça ce qui nous est arrivé. Et donc en découvrant cet univers de production, alors je me suis rendu sur différents salons des machines à bois, etc. Et là j'ai découvert de nouvelles générations de machines, beaucoup plus flexibles, digitalisées, ergonomiques. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une opportunité, parce que par ailleurs je faisais un peu de veille sur le monde du web, de lier ces productions numériques avec une distribution digitale, avec ces nouvelles générations d'expériences utilisateurs portées par le WebGL et le HTML5 comme on en parlait.
en fait, tu as super valorisé ces nouveaux outils qui permettent de simplifier la chaîne de production en fait, entre le consommateur et le fabricant. Voilà, j'ai vraiment essayé d'aller au plus simple, d'être un lien direct entre ces outils et une interface web. C'était ça l'idée. Alors je voulais te poser la question, quelle est la genèse de l'entreprise, mais puisque tu m'as dit que ton père avait racheté une entreprise, j'imagine que l'idée est venue à cette occasion-là. Ah oui, totalement. L'idée est née des constats des difficultés qu'on avait. Si tu n'avais pas été dans le milieu de l'entreprise, l'idée n'aurait peut-être pas germé en fait. C'est le fait que tu aies rencontré l'entreprise qui a permis à l'idée de germer. C'est clair. C'est-à-dire qu'auparavant, j'ai eu quelques années d'expérience aussi dans l'agroalimentaire, et bien à l'époque, et plus particulièrement dans les vins et spiritueux. À l'époque, toutes les idées que je pouvais avoir étaient dans ce secteur-là. Et on n'était pas du tout sur l'usine 4.0, etc. Maintenant, j'ai cette expérience en production et que je vis dans ma chair et qui est extrêmement douloureuse. Et c'est dans ce terreau qu'on bâtit cette idée-là. Et c'est là que je découvre un peu toutes les opportunités du digital appliquées à la production industrielle et le pont qu'on peut faire entre cet univers industriel et l'univers start-up distribution digitale. En fait, la valeur ajoutée de Mobibam aujourd'hui, c'est justement de faire ce pont entre deux univers qui ne se parlent pas trop. En fait. Parce qu'on a déjà des champions en France de la production numérique. Évidemment, je parle de... Alors comme exemple, il y a l'industrie automobile qui est quand même très très avancée sur ces sujets. Il y a des exemples aussi très avancés dans l'univers du meuble. Je pense par exemple aux cuisines Schmitt, où ils ont un outil de production qui est aussi très impressionnant. Mais on n'a pas d'exemple de pont avec une démarche de vente en ligne et de nouvelles expériences en ligne et cette approche de start-up aussi, puisqu'on mène ce projet comme une start-up. Je te parlais tout à l'heure, excuse-moi, d'agilité, rapidité d'exécution, empathie. C'est vraiment nos valeurs clés et c'est ça qui fait notre différence et c'est ça qui fait qu'on arrive à émerger un petit peu aujourd'hui. Vous faites bouger les lignes et le consommateur s'intéresse un petit peu à ce que vous faites. Oui, en fait, il y a un enthousiasme énorme pour ce qu'on fait. Maintenant, je ne sais pas si on est en train de bâtir Rome, mais en tout cas, Rome ne s'est pas fait en un jour. et donc, il y a énormément de choses à améliorer, bien sûr. Il y a des choses à améliorer d'un point de vue ergonomie de notre site web. Il faut le rendre plus simple. Vraiment, notre ADN, c'est rendre le sur-mesure accessible. Une conception facile, des prix cassés, des délais cassés, et même une expérience de montage qui soit la plus simple possible. Donc, de tous ces points de vue, on peut s'améliorer. Voilà, donc on doit progresser en marketing, en ergonomie et en fonctionnalité. Toute la journée, nos clients nous demandent des portes. Il faut qu'on leur donne des portes. Tout à l'heure, tu me montrais sur ton ordinateur la courbe de ton audimat sur le web avec Google Analytics. Il s'avère qu'à chaque fois que tu as été invité sur une station radio, on ne les nommera pas, il y a une pointe dans ta visibilité sur Internet et on voit la moyenne de fréquentation du site augmenter au fil du temps. Oui. Quel est l'enjeu? Parce que avoir une bonne idée pour produire des meubles sur mesure à des prix compétitifs sans préjudice sur la qualité, c'est bien, mais il faut quand même trouver les clients. Donc la visibilité sur Internet, dans un métier comme le tien, c'est indispensable. J'allais dire que c'est le nerf de la guerre, mais bon, sauf que ensuite je vais penser 2 minutes aux questions de ressources humaines ou aux questions de financement ou aux questions... il n'y a pas une dimension qui soit plus importante que les autres et l'une des difficultés de ce métier d'entrepreneur, c'est d'avancer en même temps sur tous les fronts. Mais il est clair que la partie marketing, web marketing, générer du trafic sur notre site et le convertir, bien sûr, c'est clé. Et dans la partie générer du trafic vers notre site, en fait, il y a énormément de leviers différents. D'accord ? Il y a des leviers qui sont plus destinés à de la notoriété, juste faire parler de Mobibam, et on a des leviers qui permettent plus la conversion, permettent réaliser une vente. D'accord ? On va, par exemple, sur de la notoriété, on fait un travail de fond avec Nejma sur notre référencement naturel en rédigeant des articles sur un blog. Donc ça, c'est un levier de notoriété. D'autres exemples, c'est effectivement le travail qu'on peut faire dans la presse. Le but du blog, c'est que vous ayez des ambassadeurs qui diffusent en fait les articles que vous publiez et pour faire connaître le produit, la marque. On s'en sert aussi comme ça, mais c'est déjà se saisir de notre champ lexical de référence. Se positionner sur dressing sur mesure, bibliothèque sur mesure, voilà, vraiment sur les mots-clés que les gens tapent quand ils cherchent nos produits sur Internet.
Donc ça, c'est bon, des leviers de notoriété, puis on a des leviers plus de conversion, ça va être des sites de bons d'achat, ça va être le fait d'avoir une réduction à la dernière minute. Et concrètement, on construit des parcours d'utilisateurs qui vont découvrir un article sur le web, ensuite aller voir notre site, récupérer un cookie et faire l'objet de remarketing, éventuellement avoir de la réassurance par encore un nouveau biais. On est sur des cycles d'achat qui sont longs, puisque... Et faire des interviews de vos clients ou des reportages clients ou des témoignages clients avec des photos qui montrent ce que vous avez réalisé, parce que là on est dans le mobilier, on veut voir en fait, on veut toucher peut-être pas, mais on veut voir quelle est la réalisation. Ouais. Moi, je suis curieux de voir ce que vous faites, comment sont fabriqués, enfin le résultat de la fabrication de vos meubles. Oui. Est-ce que, alors très sincèrement, j'ai parcouru le site en diagonale. Vous n'avez pas vu de réalisation là sur le site, c'est Non. ça? Tu n'as pas vu de réalisation. Eh bien non, effectivement, et ça c'est un problème. Ce qui est incroyable, et juste pour parler de la puissance de la presse, c'est qu'on a commencé à vendre des meubles. Notre site existe depuis le mois de juin. Quelques premières ventes à des copains dans l'incubateur au mois de juin. En juillet, un premier passage, c'était sur BFM, et suite à ça, on vend 1 ou 2 meubles au prix affiché sur notre site. C'est la première fois qu'on a ce product market fit. Et ensuite, en août, on passe sur Europe 1. Et là, on a un pic de trafic et derrière des ventes. Alors qu'à ce moment-là, on n'a ni photo de référence sur notre site, ni description claire du matériau qu'on utilise, et on n'a jamais envoyé d'échantillons à nos clients. Et les gens dépensent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur notre site, juste parce qu'ils ont eu la réassurance de la presse. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et bon, ce que ça nous fait dire, c'est pas c'est super, il faut leur donner aucune information, c'est au contraire, on a un gisement de progrès qui est énorme. C'est-à-dire que même dans des conditions où on donne si peu à nos clients, on a réalisé quelques ventes. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un réel enthousiasme. Dans le mot start-up, il y a start, faut démarrer. Ah oui, il y a bien un moment où on commence. Alors peut-être précision, moi il m'est arrivé de rencontrer dans mon métier du digital marketing, dans les chambres de métier, des artisans qui se posaient la question de savoir si avoir un site internet c'était utile. Enfin, c'est même pas qu'ils se posaient la question, c'est-à-dire je veux un site internet pour être visible sur internet, parce qu'ils faisaient des complexes en fait. Alors j'appelle ça des complexes, c'est pas comme ça qu'ils le vivaient, mais en tous les cas, ils se sentaient défaillants sur le plan commercial parce qu'ils n'avaient pas de site internet. Et dans ces métiers-là, dans les métiers de proximité, de l'artisanat, les métiers de bouche, je pense personnellement que la qualité première, c'est que leurs clients soient satisfaits et leurs clients seront leurs meilleurs ambassadeurs. Un client satisfait a beaucoup plus de puissance qu'un site internet. Encore une fois, je parle pour un artisan local. Dans un cas comme le vôtre, est-ce que vos clients doivent devenir vos ambassadeurs aussi? Oui, on travaille aussi là-dessus. Alors, ce qui est génial, c'est que... Même s'ils deviennent vos ambassadeurs via Internet, bien évidemment. Là, il ne s'agit plus du bouche à oreille. Oui, ou même du bouche à oreille. Enfin, on prend tout ce qu'on peut prendre, il n'y a pas de souci. Juste une observation sur ce que vous disiez sur l'artisan. Je partage totalement ton point de vue. Je partage totalement ton point de vue. C'est-à-dire que, bon, faire un site internet, à la rigueur, oui, pour avoir une carte de visite, et bon, il faut être un... Et aujourd'hui, il y a quand même plein de solutions qui existent pour que ça coûte à peu près rien. Et c'est sympa d'avoir un site pour que n'importe qui puisse aller voir quelques réalisations concrètes. Voilà. Je pense que la chose indispensable, c'est d'avoir une adresse sur Google Maps. Après, le reste n'est pas... éventuellement des photos sur Google Photos pour montrer à ses clients ce qu'on sait faire. Mais encore une fois, soigner sa réputation au travers de la satisfaction de ses clients dans ces métiers assez artisans. Mais bon, parlons de ton entreprise. Donc vous, vos enjeux de visibilité aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez les développer? Donc voilà, ce panel de leviers dont on parlait, les événements. C'en est un. Les événements, la presse. Les événements, par exemple, là, on va participer au salon du Made in France, là, en deuxième partie du mois de novembre. On participe encore à un autre salon à la fin du mois de novembre qui s'appelle le Green Chills. Bon, on le fait celui-là parce qu'il est bien placé et qu'il est gratuit pour une start-up comme nous, c'est super. Au mois de septembre, il n'y a pas un événement sur le design à Paris Si, il y a les design. Alors nous, on a participé au Designer Days en juin dernier. Donc ça, c'était pour notre lancement. C'était pas mal, mais peut-être un peu trop, pas assez grand public, quoi. Nous, là, les salons qu'on va faire, c'est plus une ambiance. C'est des salons où on peut vendre concrètement. C'est pas, voilà. Bon, c'est des objectifs différents. Encore une fois, notoriété ou vente. Il y a évidemment maison et objets, mais c'est pas vraiment approprié pour nous. Donc voilà. Là, a priori, ce qui se profile, c'est Made in France, Green Shield, c'est le salon de la rénovation au mois de janvier. Donc ça, c'est une partie. Évidemment, il y a la presse, on en a parlé. Évidemment, ensuite, il y a aussi tout le monde du référencement payant.
hein, le référencement payant, Google AdWords, le Facebook Ad, etc. Aujourd'hui, on n'investit pas vraiment là-dedans. Pourquoi? Parce que notre taux de conversion est encore trop faible. Pourquoi? Parce qu'il y a des améliorations à apporter d'un point de vue ergonomie, marketing et fonctionnalités clés pour le client, telles que les portes, on en a déjà parlé. Mais une fois qu'on aura réuni ça, une fois qu'on aura couvert un peu 80% des besoins de nos clients, on va pouvoir appuyer sur la pédale du marketing et donc commencer à payer du trafic sur Google AdWords ou sur Facebook Ad, hein, parce qu'on aura une équation économique qui peut fonctionner. Aujourd'hui, c'est comme de mettre de l'argent par la fenêtre. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans la consommation de produits comme les meubles? Oui, je regardais ça hier justement et le pic visiblement, c'est le mois de janvier. C'est le mois de janvier et ensuite ça descend continuellement jusqu'au mois de juin qui est le pire mois de l'année. Et ça reprend en août et ça remonte, ça fait un palier en octobre avant d'avoir un pic au mois de janvier. Voilà, c'est ça la saisonnalité. D'accord, donc ça vous donne les dates auxquelles il faut appuyer sur l'accélérateur au niveau de la communication. Donc en fait. là, globalement, on aura vraiment 80% de nos fonctionnalités, je pense, d'ici fin novembre, mi-décembre. Donc on devrait être prêt pour ne pas rater le mois de janvier. Alors, pour conclure, l'objectif fin 2017, parce que là on est octobre 2016, donc fin 2016 c'est peut-être un peu trop court pour qu'on puisse avoir un forecast intéressant, significatif. Fin 2017, objectif 1,5 million, 2 millions, quelque chose comme ça, de chiffre d'affaires. Et avoir déjà une place prépondérante dans le meuble sur mesure sur Internet. Je me demande si on n'est pas déjà les premiers. Mais globalement, c'est-à-dire, oui, ça n'existe pas. Donc, bon. C'est toujours le principe de la prime au premier entrant en fait. Voilà, c'est ça. Et derrière, commencer à jouer notre rôle de trublion de l'ameublement et peut-être pour récupérer un peu de ventes qui sont dans les circuits conventionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans un point de vente traditionnel et vous faites un devis. Déjà, il faut que vous fassiez un devis, ça prend quelques temps dans le point de vente traditionnel, et vous comparez avec ce qu'on fait, on est facilement moitié moins cher. Donc on se dit qu'il y a peut-être une opportunité là d'élargir la base des consommateurs. Donc je ne peux te souhaiter que de devenir le Blablacar du meuble. Ouais, le Blablacar du meuble, alors ça c'est une bonne question, il faudrait que je trouve qu'on soit le quelque chose du meuble en tout cas. Mais, Écoute, voilà. En tous les cas, Paul, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir. Get the soul. Welcome to the news of the week.